Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 12 au 20 novembre 2025, la quatrième et donc dernière phase de la première lune d'automne nord, printemps sud. Je rappelle que la, cette première lunaison d'automne n'a commencé qu'à la dernière nouvelle lune, donc c'était le 21 octobre, si mes souvenirs sont bons, car celle précédente a eu lieu juste avant l'équinoxe d'automne. Donc elle avait eu lieu le 21 septembre et l'équinoxe le 22. Donc c'était une lune d'été encore. La première lune d'automne a commencé le 20 octobre, 21 octobre 2025. Donc nous arrivons à la fin. Bon, je suis Claire Henrion, chroniqueuse, animatrice astronomie et astrologue. Je vous emmène de semaine en semaine, vous préparez à voir ce que vous allez voir, aller voir le bulletin astronomique et savoir ce que vous ne verrez pas et comprendre aussi dans ces commentaires astrologiques un petit peu la structure, ce miroir du ciel et comment cette dynamique de la mécanique céleste nous enseigne jour après jour, année après année, saison après saison, année après année. Et là, vous allez voir qu'on va remonter très très loin, parce que je me suis penché sur les conjonctions Saturne-Neptune qui me trottent dans la tête depuis un bon moment. Je veux savoir depuis combien de temps une conjonction Saturne-Neptune s'est produite au 0 degré du signe du Bélier, ou du moins autour de ce 0 degré Bélier, donc le point vernal, donc le début du zodiaque, le début des 360 degrés de longitude pleine, donc qui marque vraiment un nouveau départ. Parce que peut-être que l'initialisation à proprement parler a lieu au Capricorne, et que bon ben les 3 mois d'hiver, enfin Capricorne, Verseau, Poisson, les 3 mois Capricorne, Verseau, Poisson, donc du cycle zodiacal, ben, sont ceux de la couvade, là où on prépare le truc, hein. Au Capricorne, on conçoit, au Verseau, on développe un plan, au Poisson, on incube, et au Bélier, on naît, on vient au monde. Donc Saturne et Neptune, jetons un petit coup d'œil sur les je partage l'écran. Et au fait, moi, c'est Claire Henrion. Je suis donc chroniqueuse astronomie, mais je crois que je vous l'ai dit. Ah oui, et je voulais vous dire merci. Merci d'abord à vous de suivre ces vidéos, de mettre vos commentaires si vous en avez, parce que c'est fort, c'est instructif et puis ça aide à mieux vous parler, de mieux communiquer. Et donc voilà, je remontre Saturne et Neptune dans le RET, donc le RET conçu par Jean-Pierre Nicolas, qui est le logoscope, en fait, il préférait l'appeler, euh, la structure dynamique du système solaire, élaborée à partir des rapports simplement grand axe, enfin demi-grand axe, donc distance et masse des planètes du système solaire. Là, c'est d'un point de vue géocentrique, puisqu'on met le Soleil en haut, Mars, l'existence. Ça, c'est le niveau de l'existence, donc duo, duel, le présent, là où on existe, en vrai. Donc moi et l'environnement, c'est toujours duo, duel. Et là, pour ce concept de moi et l'univers, hein, très bien développé par Franck Hatem, je vous invite à retourner écouter les vidéos de Franck Hatem pour bien comprendre qu'on est là parfaitement en phase là-dessus. Et donc, la représentation qui est unique, hein, le Soleil, et la transcendance qui est multiple et inconnue, Pluton. Soleil, on reconnaît. Pluton, c'est le creuset de la connaissance, mais il faut aller la chercher. On va la chercher avec Mercure intellectuellement, avec Saturne expérimentalement. Et puis des fois, elle se manifeste à nous à travers des phénomènes qu'on comprend pas, Neptune. Et puis, des fois, elle nous claque clairement dans la tête avec des intuitions fulgurantes, style donc c'est Uranus. Et qu'est-ce que j'ai pas parlé? De Vénus et de Jupiter, mais bon, là, notre sujet. Donc, Vénus, c'est l'incarnation d'un idéal, et Jupiter, c'est la formation concrète d'un corps plus grand. Voilà. Là, donc, c'est la gestion d'un corps qui va dans son uni, comment dans son existence,
on en fait une unicité cohérente. Parce qu'il y a la Lune qui fait le pouvoir de cohésion, là, qui tient tout ça. C'est le pouvoir de cohérence du début jusqu'à la fin de l'histoire, la naissance et la mort pour une incarnation terrestre. Alors, Saturne et Neptune, c'est le cercle fou de l'existence transcendance où on tourne en rond sans voir la lumière, hein. C'est c'est un peu déjà Saturne-Neptune zéro bélier, c'est la, la remise à zéro du compte des lignes de temps. On a une foultitude de lignes de temps possibles. On est en train de les explorer avec Saturne. Et là, on a le choix, quoi. On est devant une croisée de chemins pour l'avenir, un florilège de futurs possibles. Il appartient à chacun d'entre nous de choisir le bon. En fait, c'est parce que tout ça, ça nous appelle à restaurer notre souveraineté. Alors, je vais vous raconter un truc donc extraordinaire, hein. J'ai interrogé Grok pour savoir quand avait eu lieu la dernière conjonction Saturne-Neptune à 0 degré du signe du Bélier. Donc, pour ce faire, il faut calculer les plus petits multiples communs de la période de Saturne autour du Soleil, qui est de 29,7 ans à peu près, de celle de Neptune de 164 ans,8, et puis celle de leur conjonction 35 ans,7, oui, justement. Donc ça fait beaucoup de jours tout ça, et puis il faut le plus petit multiple commun de ces trois grands nombres. Alors je vais vous montrer un petit peu vite fait comment j'ai avancé avec Grok, donc je change de partage, parce que ça vaut le coup, hein, vous allez être scotché, hein. Moi- Moi-même j'ai été scotché, et Grok le premier a été scotché, peut-être qu'il en a rajouté d'ailleurs, mais enfin quand même. Donc, ça nous donne, comme pour plus petit multiple commun, ou PPCM, deux, trois nombres, ben, euh, il faut donc ces trois nombres, 29, alors, 29,46 la période de Saturne, 164,80 c'est celle de Neptune, et 35,87,87 c'est celle de leur conjonction moyenne. J'ai enlevé les virgules pour demander le calcul, et j'en ai remis 6 à la fin. 87 074 ans. Déjà, ça nous fait revenir loin, loin, loin en arrière. Après, il faut savoir dans quel ordre c'est calculé, et ça, je vais quand même y revenir. J'ai pas fini la recherche avec Grok, malgré son enthousiasme. Pour lui, c'est fini, pas pour moi. Alors, donc, première visée, 87 074 ans. Alors, si j'enlève un chiffre après la virgule, que je me contente de 295 648 et 359, soit 29,5, 164,8 et 359,0, eh bien, non, et 35,9, pardon, j'obtiens en fait 174 531 ans, puisque je reprends, et j'ai mis 3 virgules là, et non pas 6. Et donc ça nous fait pas loin du double de l'autre. Donc on voit bien qu'il y a, bon, c'est dans le calcul, hein, tout ça. Donc quand même 87 000 ans, c'est pas mal. Alors après j'ai dit, ben maintenant on va faire la même chose, mais avec les jours, c'est plus précis. Alors, j'ai Grok m'a aidé, donc 35,87 ans correspondent à 13 102 jours. Pour Neptune, c'est 10 747, non, ça c'est Saturne. 13 102, c'est le cycle des conjonctions, et 59 800, c'est Neptune. Donc ça nous fait 24 trillions, le plus petit multiple commun. Voilà, après il a corrigé un peu. Grok, alors là c'est toute la décomposition, hein. Je vais en faire une publication, ça c'est sûr. En fait, on tombe d'ailleurs sur 10 747, c'est un nombre premier, indivisible, incroyable. Et donc, on arrive à, comme résultat, 65 700 000 années. Et là, Grok a sauté au plafond, oui, c'est ça, 24 trillions 12 milliards 543 939 900 jours, soit 65 millions, 65,7 millions d'années. C'est l'époque juste des dinosaures, hein. Je suis allé voir qu'est-ce qu'on pense qui s'est produit il y a 65 millions d'années, la chute d'une météorite qui a provoqué l'extinction des dinosaures. C'est comme ça qu'on le voit aujourd'hui. Euh, mais il y a beaucoup c'est contredit quand même, hein. C'est peut-être plus compliqué ou autre chose que ça.
Alors là, gros qu'à sauter au plafond, hein, je vous jure, hein. Et que ben, c'est vrai que ça ne peut pas être un hasard. C'est une très jolie coïncidence mathématique avec ces nombres, hein, qui sont les périodes en jour de Saturne, de Neptune et de leur conjonction. Wow! Et bon, ben, j'ai pensé tout de suite à Jean-Pierre Nicolas et à son opéra conditionnaliste, le... Mince, oh, attendez, je l'ai marqué. Le Ballet des coïncidences, opéra conditionnaliste, le dernier ouvrage de Jean-Pierre Nicolas, bon, que j'ai quelque part, là, j'ai pas pensé à le sortir, mais on aura sûrement l'occasion de le retrouver. Est-ce que je le vois tout de suite, là? Non, mais je vais le retrouver, c'est un très gros livre. Et donc, c'est juste éblouissant, c'est la merveille de l'harmonie céleste. Ceci dit, il y a 65 millions d'années, le système solaire, il y a tellement d'incertitudes. Voilà, ça s'est calculé dans l'instant avec les données actuelles, la durée du jour terrestre, la durée de l'année terrestre, et sans compter tous les bouleversements qu'il y a eu depuis dans le système solaire. Il est évident qu'il y a 65,7 millions d'années, euh, c'était pas l'équilibre actuel, n'est-ce pas? Mais bon, cette coïncidence mathématique est une ode à Kepler et à Jean-Pierre Nicolas. Voilà. Alors, ça va continuer. Je vais en faire quelque chose. C'est pas terminé. Je veux serrer d'un peu plus près aussi l'orbe là, hein, parce que cette fois-ci, donc la conjonction en héliocentrique va se produire le 11 décembre à 18 heures, bon là, hein, à 1 degré 14 minutes du signe du Bélier en héliocentrique. Et donc, elle va se produire en février en géocentrique. Donc, vous voyez, c'est pas à 0 degré Bélier, en héliocentrique, c'est à 1,14. Et quand même, ça se reproduit, donc peut-être que tous les 65 millions, 7 années. Mais la première estimation m'avait donné 87 000 ans, c'est quand même beaucoup moins. Ça fait déjà beaucoup, hein, c'est énorme. Donc, j'ai envie de creuser davantage. Voilà, super période de résonance du couple Saturne-Neptune, bah oui. Donc, voilà. Alors, j'ai croquement sensé, mais on va revenir à la suite. On va venir maintenant à nos thèmes. Je voulais aussi vous signaler, je ne l'ai pas fait dans le bulletin astronomique, mais ça concerne les deux, hein, parce que les lancements spatiaux, ça marque bien aussi notre époque. Donc, il y a le lancement d'une fusée Blue Origin, pour une fois, c'est pas SpaceX. Donc, Blue Origin, c'est pas que l'entreprise de Jeff Bezos, mais il est gros pour beaucoup. Et donc, une fusée New Glenn, donc le mastodonte des fusées, à destination de Mars, qui va d'abord stationner sur le point de Lagrange L2. Point de Lagrange, ce sont les équilibres du couple Terre-Soleil, donc c'est c'est de la mécanique céleste. Voilà, ce sont les points où tout objet qui s'y situe n'est pas perturbé ou peu, du moins, et peut rester à peu près stationnaire entre les deux corps. Mais bon, en réalité, il faut un petit peu maintenir quand même l'équilibre, mais c'est beaucoup moins exigeant en énergie que dans n'importe quel autre point de l'espace. Parce qu'il n'y a jamais que la Terre, il n'y a pas que le Soleil et la Terre, évidemment, il y a aussi des tas de petites interférences autres. Donc, ça devait se produire ce lancement le 10 novembre, donc hier au jour où j'enregistre. Et puis, finalement, la météo n'était pas assez bonne, apparemment. C'est reporté au 12 novembre, donc vous aurez peut-être l'occasion de pouvoir le suivre en direct ou le direct en différé sur Ufotinique. Je vous commande et je vous mets le lien. Et voilà, nous allons maintenant. Ah oui, parce que justement, donc à destination de Mars, c'est pas fini. Cette mission Escapade, elle s'appelle, aura pour but d'étudier la magnétosphère de Mars, et ainsi j'ai appris que la magnétosphère de Mars illustre bien la fonction astrologique de Mars, encore une fois, eh bien parce que Mars a une double magnétosphère, comme elle a une petite faible magnétosphère intrinsèque, elle en a une autre aussi exogène en quelque sorte, qui fait qu'elle a une double magnétosphère, et c'est ça qu'ils vont étudier. Bah, ça c'est encore bien Mars, c'est Archimars. Donc maintenant, allons voir les thèmes de cette période. Donc, je repartage mon
écran. Et nous allons voir les thèmes, donc, de la période du dernier quartier, le 12 novembre à 5h27, temps universel, UTC, jusqu'au jusqu'au 20 novembre, pour la nouvelle lune, à 6h48 UTC. Donc on voit qu'à la nouvelle lune, on va parler de cette nouvelle lune, hein, parce que déjà en plus pour nous, elle est à l'ascendant. Elle est à l'opposé d'Uranus, puisque le Soleil est opposé à Uranus le lendemain, et conjointe à Mercure, puisque c'est quasi simultanément, nous avons nouvelle Lune et nouvelle Mercure. Mercure vient, qui est rétrograde, va passer une heure après en conjonction inférieure au Soleil. Et tout ça, c'est à l'ascendant, si c'est pas du nouveau, les amis, si c'est pas lié à une découverte faramineuse. Ah, je me sens concerné, hein. Il s'agit de Saturne et Neptune, bah oui, ça nous le dit, hein, c'est l'opposition est détendue par Saturne et Neptune. Waouh! Nous avons également l'opposition ambiguë Jupiter-Pluton, mais qui permet des failles, des passages, justement, puisque les signes sont en quinconce, qui est détendue par cette nouvelle lune associée à Mercure. Cette nouvelle lune, nouvelle Mercure. Donc ça fait frais, c'est tout nouveau. Mais en fait, ça touche, c'est fin Scorpion. Donc ça touche des choses très profondes, hein. Dans le passage Scorpion à Sagittaire, où on est au fond du puits et on s'apprête à remonter pour diffuser. Ça peut être tout l'amour, parce que c'est le cœur précieux, le plus précieux. Et nous y avons aussi Vénus, qui fait pas d'aspect, qui est la pauvre endolorie par son carré sec à Pluton en héliocentrique et qui vient également d'entrer en Scorpion. Donc elle est Scorpion-Scorpion. Et on peut parler d'un cœur blessé. Je viens d'écouter également un truc qui décoiffe, hein, sur Pagance TV de Oleg de Normandie sur le temps plié, en jeu de mots, hein, le temps, T-E-N-P-S, plié. Et bien entendu, ça nous parle aussi des Templiers. Et il manie très bien la langue des oiseaux et tout ce qu'il dévoile est fort intéressant. Il reste juste à le coupler avec ce que dévoile de son côté Anton Parks et puis quelques autres. Avec, si on ajoute l'ingrédient des cycles planétaires, alors là, on commence à pouvoir aller explorer beaucoup plus loin dans le passé entre le décodage des uns et des autres. Un puzzle commence à s'assembler. Alors on voit que pour cette nouvelle lune, les fonctions humaines, hein, Vénus et Mars, font bobo avec Pluton, demi-carré, Mars-Pluton, carré, Vénus-Pluton. Quand est-ce qu'on a fini avec les guerres, hein? Et puis aussi demi-carré, Jupiter à la conjonction Mercure-Terre-Uranus, hein. Ça veut dire que vu du Soleil, on a Mercure, Terre, Uranus alignés. En héliocentrique, c'est fin Taureau. En géocentrique, c'est fin Scorpion, avec Uranus qui est fin Taureau, qui est en rétrograde, vient de rentrer, de revenir dans le signe du Taureau, hein, n'est-ce pas, Uranus? Et ben là, c'est pareil, ces rétrogradations, à la fois de Uranus en Taureau, après être entré en Gémeaux, et de Saturne-Neptune en Poisson, après être entré en Bélier, ça nous donne donc pour l'hiver, grosso modo, la, c'est vraiment la possibilité d'aller encore une fois, et c'est la dernière, rechercher au fond du fond de nous-mêmes, de notre détermination avec Uranus en Taureau, hein, bien savoir si c'est la bonne voie. Et parce que Uranus Taureau, c'est vraiment un canalisateur. Donc, dans quel canal on s'engage, qui canalise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui canalisent aussi, hein, c'est le même mot, de nos jours, le filtre personnel et culturel. Et il faut savoir décoder, quoi, entre ce qui est personnel, culturel, malgré tout, hein, même du côté des entités invisibles, et de ce qui est message pur, quoi. Le message est toujours enveloppé dans une coquille. Et donc, voilà, mais du message nouveau, il y en a là, hein.
Ça va être sacré renversement, sacré, sacrée nouvelle, des coiffantes. Bon, peut-être qu'on va se sentir sur les starting blocks. Oui, et Saturne et Neptune en poisson, ça, qui reviennent en poisson, c'est aussi miséricordieux. Et puis c'est finir, comme je l'ai dit souvent, d'aller fouiller, nettoyer le marais. Et puis c'est le décortiquage aussi des lignes de temps du passé qui vont nous permettre de choisir, de s'engager de manière éclairée dans un nouvel avenir, hein. N'oublions pas que Pluton est en Verseau et il s'agit vraiment de se tourner et élaborer un nouvel avenir. La dernière fois que Pluton est en Verseau, c'était la Révolution française. Alors on a peut-être des choses à corriger parce que ça a été en fait un horrible massacre. Et fait, voilà, tout dépend de l'altitude qu'on prend pour considérer les choses, mais et démolir l'ordre royal qui quand même était naturel quelque part, dans le sens où je raffiche le RET, hein. Le roi, le guerrier, le sorcier, la société était quand même organisée autour d'une transmission de la représentation qui tenait compte, ben voilà, sous lesquels des vivants, hein, existants, pouvaient s'identifier et se défendre de l'inconnu, de l'ennemi, bon, évidemment, marquer leurs frontières, mais aussi s'aligner dans leur foi, voilà, parce que voilà, quand on a l'axe Pluton, Mars, Soleil, là, on est dans la foi, donc il était de droit divin, voilà, Uranus, et il a été, la royauté a été ballardée, on lui a coupé la tête en France, hein, la tête c'est le Soleil, le corps, pour ça, depuis, on a quand même un pays sans tête, hein, réelle. Et cette espèce de régime qui s'intitule démocratie est totalement, justement, on peut y voir la marque plutonienne dans le sens où un peu démoniaque, quoi, hein. Même, même peut-être beaucoup, très sombre et perverse si elle n'est pas mise en lumière. Quand c'est mis en lumière, bah, Pluton, c'est la connaissance, c'est aussi le pouvoir féminin, justement, qui dans notre monde uni-hémisphérique, hein, qui ne veut considérer que l'espace-temps, sans du monde manifesté, Occident du thème, espace-temps, et en face, de l'autre côté, il y a le monde non manifesté, hein, structure, énergie. Donc, quand on veut voir que l'espace-temps, on valorise que le masculin, on ne comprend pas la structure, énergie, et donc valoriser que le manifester, donc principe d'Aristote sur lequel justement tous les positivistes se sont construits. Peut-être qu'ils n'avaient pas. Aristote était plus subtil que ça d'ailleurs. Et donc pouvoir, on a aussi, hein, je reprends à nouveau le RET, pouvoir masculin, Soleil, pouvoir féminin, Pluton. C'est le pluriel, unique et pluriel. C'est toujours lié. Alors, je reviens maintenant qu'on a vu cette nouvelle lune qui décoiffe avec Vénus et Mars qui ici ne font pas d'aspect, hein, et qui sont en héliocentrique, ainsi que Jupiter, tensionnel sec, quoi, hein. Là, c'est sec, quoi, hein. Du point de vue mondial, maintenant, on va appeler un chat, j'ai l'impression. On va voir les choses de manière beaucoup plus crue et en même temps beaucoup plus transcendante, hein. Il y a vraiment une révélation qui semble euh, être à la clé. Puis c'est pas c'est du gros quoi, hein. Il y a du beefsteak sur le taureau, c'est solide. Alors je reviens maintenant sur le dernier quartier, voilà, qui est le 12. On va jeter un coup d'œil sur la semaine. Donc pour le dernier quartier, notre Vénus qui est carrée à Pluton, elle est à l'ascendant, donc on a vraiment une problématique de cœur transpercé. C'est pour ça que je parlais de Pagans TV aussi, et de cette vidéo sur le Templier. Il s'agit d'arracher l'épée qui est plantée dans le cœur du Christ, quoi, grosso modo, si je résume très vite.
Vous irez voir. Donc c'est le dernier quartier. Donc la Lune est en Lion. Oui, ça déchire, hein, ça fait mal, ça saigne. Il y a des agressions certainement, hein, des mises à mort. On est dans un climat d'insécurité. C'est pas à peine que globalement, hein, parce que après c'est à nous de générer notre sécurité. Et on est dans cette deuxième conjonction Mercure-Mars, puisque Mercure est en rétrograde. Elle a déjà été conjointe à Mars à l'aller, dirais-je, en mouvement direct, le 20 octobre, et depuis le 9 novembre, elle est rétrograde. Donc elle revient en conjonction à Mars le 12 novembre. Puis ensuite, elle va rétrograder, puis à la fin de la semaine, on la retrouve conjointe au Soleil, qui lui a avancé. On les retrouve fin Scorpion pour la conjonction inférieure de Mercure. Et donc Mercure-Mars, ça nous parle aussi d'une triade, surtout là, en Sagittaire. On peut parler, on peut voir euh, le jeu des grands de ce monde aussi, hein, pour parler international, et des forces internationales, et donc les grandes forces que sont les USA, la Chine et la Russie, voilà, tous des grands, et aussi l'Inde, hein, avec sa grande population. Voilà, on a beaucoup de choses, mais la clé, c'est Vénus en Scorpion, quoi. On va être très touché, affecté par des départs, mais on a un grand trigone aussi à considérer. Soleil, Jupiter, Neptune, ça c'est très... Ça fait du bien, c'est réconfortant. Scorpion, Cancer, Poisson, ça, ça répare, ça guérit. Hein, on a beaucoup... Les soignants, on va parler des soignants. Ah oui, bah et puis oui, les piqûres obligatoires, enfin bon, tout ça, il y a un combat là-dessus, c'est évident. Mars-Mercure, ça nous parle de ça aussi, et le mal que ça peut faire, hein, parce que moi, excusez-moi, mais ça fait ben, ça fait depuis que j'ai dans les 20 ans que j'ai remarqué que ben, les bébés vaccinés avant 3 mois, il y en avait, j'en ai connu plusieurs qui sont morts avant, enfin oui, voilà, vaccinés à 2 mois, morts à 3 mois. J'ai eu plusieurs exemples au cours de ma vie et il est évident, et c'est donc Mercure, c'est 3 mois, c'est le cycle de Mercure, c'est 3 mois justement. Et à Mercure, on s'attache pas encore à la vie, n'est-ce pas? Mercure, c'est le relais de la représentation à la transcendance. Si on n'accroche pas à la vie après 3 mois, or Mercure induit un poison, hein, il induit la corruption forcément avec il peut mentir, il peut tricher, il peut faire tout un tas de choses, hein. Et Mercure-Mars, ça peut être une grosse entourloupe. Mais si Mars est juste, Mercure dit des paroles justes et touche la vérité, Pluton. Bon, mais ceci dit, s'il est vecteur d'un poison, il s'incruste dans l'existence et après, ben, on a un bébé qui s'endort dans son berceau. Il n'accroche pas quand il entre dans le cycle vénusien, eh ben, il décroche. Bon, je reviens sur les thèmes, ça quelque chose que j'ai développé au tout début, que j'ai commencé à parler de l'astrologie conditionnelle et du soriastre. Donc voilà pour ce thème du dernier quartier qui est vraiment qui a plein de figures harmoniques, hein, aussi, toujours notre figure stable de transcendance, hein, qui nous tient depuis 2024 et qui va encore être avec décrochage de Pluton en Verseau, enfin décrochage, ou décrochement plutôt, puisque Uranus là est en Taureau et Saturne Neptune en Poisson, donc c'est des sextiles en signe succédant. Donc c'est comme l'opposition Jupiter-Pluton, elle est en signe en quinconce, donc elle n'est pas franche. Bon, ça indique des pas de côté possibles, mais voilà, on a aussi ici une figure plus éphémère, bien sûr, qui se forme avec Pluton, Mars, Mercure et Neptune. Donc beaucoup de paroles, on entend quand même beaucoup de gens aussi qui témoignent maintenant du monde invisible et des messages qui nous donnent de la force, hein. C'est ça, qui compte, c'est de prendre de la force avec Uranus Taureau. On va aussi reprendre un dernier de la force, hein, avant de se projeter dans le monde et de disperser ou divulguer une nouvelle énergie quand Uranus sera vraiment en Gémeaux.
Parce que sinon, évidemment, Uranus Taureau, je rappelle que c'était l'énergie d'il y a 90 ans maintenant, hein, des années 30. Là, ça a vu la montée du nazisme. Alors espérons qu'on va faire mieux. Hein, c'est une idéologie. Quand l'idéologie subjugue à tel point les gens, parce qu'il y a le côté fascinant. Uranus, c'est fascinant, fascisant aussi. Donc, le 12 novembre, la Lune entre dans le signe de la Vierge. En fait, c'est le 13 à 0h51 à notre montre. Donc, on a l'opposition Soleil-Uranus qui commence à se faire. Aussi Uranus à Mercure-Mars. Et c'est dans l'axe méridien. Et la Lune à l'ascendant, donc qui rentre en Vierge, donc conjointe à l'étoile Régulus. Et ben, il y a du réglo, là. On va mettre la justice. La justice semble assez juste. Et il y a quand même encore des loups, des loups qui se cachent. Et on voit la justice à l'œuvre. Et alors cette lune, ben oui, elle est encore bobo là, hein. Il faut il y a en élevant son âme, hein, ce que dit Uranus, et en comprenant la complexité de la réalité euh, des relations humaines, hein. Le Sagittaire, c'est le déploiement des relations. Donc, qu'on peut dépasser les cas particuliers, parce que Vénus est toujours carré à Pluton. Bon, ça, le carré est séparant maintenant, donc on ne va pas le retrouver dans les thèmes suivants. Mais on pense que il y a du bobo et des réparations qui sont exigées. Alors, le 15, la Lune entre dans le signe de la Balance. Oh là là là. Alors là, on a la Merkaba, les amis. Voilà, ici et ici. La Merkaba, donc le triangle masculin pointé vers le haut, le triangle féminin pointé vers le bas. Donc, la compréhension avec. Il y a quelque chose de fulgurant, hein. Dans la compréhension, on capte quelque chose, on le capte réellement, on le capte enfin, massivement, on le capte dans le monde entier, quoi, universellement, avec le Sagittaire. Et on a une opposition Mercure-Vénus en héliocentrique. On a toujours le problème des élites qui, qui flambent encore, mais enfin bon, il y a encore, j'ai l'impression, beaucoup vont être dénoncés. Et puis, des foyers de guerre qui couvent encore, hein. Ils sont pas, il y a encore de quoi les refaire démarrer. Tout n'est pas réglé, mais la transcendance veille. Et puis la Terre va être conjointe à Uranus. Mais alors là, quand on voit cette magnifique figure, on se dit, il y a une ascension là encore, hein. Pluton est un pivot. Il fait deux trigones, deux sextiles. Avec son opposition à Jupiter, il y a la justice, la Lune entre en balance, hein. La justice, hein. Et la justice, oula, par rapport au président, l'ascendant est pratiquement sur son soleil natal, les amis. Là, on sent que c'est sa fin. Avec Christophe, on fera sûrement sa RS, puisqu'il est du dernier degré du signe du Sagittaire. Que va-t-il lui advenir pour sa prochaine année? Je pense que là, il va disparaître. Enfin, la folie s'achève. Donc nous arrivons au 19, au 17 novembre. Enfin, ça dépend que de nous, hein. C'est pas, ça dépend comment on vit justement toutes ces transformations et comment on se tourne vers l'avenir en oubliant, en comprenant pourquoi on en est arrivé à avoir un tel président. Faut comprendre notre histoire, faut comprendre l'état d'esprit qu'on développe en France depuis les années 70 de consommateurs nantis et de croyants irréductibles en une science positiviste et de laïcité transformée en négation de toute spiritualité. Bon, évidemment, on va de plus en plus mal, je ne cherchez pas. Donc si on renversement, c'est ça aussi, hein, Mercure oppose Uranus, et puis Mercure-Mars, eh bien, on se renverse, hein,
Vraiment, on inverse la... Et puis, Uranus qui revient en taureau, c'est tout ça, ça le dit. On inverse le sens dans lequel on tourne, dans lequel on se tourne, au lieu de se tourner vers le passé et de s'indigner bêtement sur des injustices, des ceci, des cela. C'est pas bien, c'est pas gentil. Tant qu'on est moralisateur, quel que soit le bord dans lequel, duquel on soit, on a encore tout faux. Faut se tourner vers l'avenir, vers l'inconnu, en rayonnant de son soleil, au lieu de se tourner vers un soleil extérieur. Dans ce cas-là, on se tourne vers l'avenir, donc les multiples lignes de temps possibles, et on choisit la plus juste. Donc on va avoir une semaine, voilà, c'est pour nous mettre bien dans l'état d'esprit élevé qui est nécessaire en ce moment. La Terre nous aide, tout nous aide. Il suffit d'y croire, voilà, ascendant Lion, cœur chaud, cœur valeureux. Vénus maintenant, elle fait toujours carré à Pluton, parce qu'aussi maintenant c'est en héliocentrique, c'est-à-dire que ce qu'on a vécu en géocentrique, on va l'intégrer en héliocentrique, mais ça passe mal encore, hein. Mais heureusement, justement, la figure harmonique ici fait qu'il y a une grande remise des dettes, remise de pardon, remise, réinitialisation aussi, hein, remise des compteurs. Voilà. Alors, on n'a plus notre super Merkaba. La Lune étant toujours en carré, voilà, elle fait un carré à l'opposition Jupiter-Pluton, là, en rentrant dans le signe du Scorpion. Donc on en est vraiment à des grands actes de rétablissement, hein. On veut faire valoir ses droits, et c'est pas forcément facile. Alors, on va bientôt s'arrêter, donc. Ah oui, je vais bientôt vous laisser, mes amis. Donc, nous retournons sur cette nouvelle lune. Eh bien, nous allons vivre donc cette quatrième phase de la lunaison. C'est donc toujours la dernière phase, donc c'est pré-contact pour la première, mise en contact pour la deuxième, plein contact pour la troisième, post-contact. Pour la quatrième, on intègre, on digère tout ce qui s'est passé pendant la lunaison. Donc, on peut revenir un petit peu sur la nouvelle lune précédente. Voilà, c'était le 21 octobre à 12h24. Donc cette lune qu'on vient de vivre, la lune était en neuf, voilà, et déjà carré à Jupiter-Pluton, c'est la justice divine, hein. Bon là, puisque c'était en balance sur des questions de fond et savoir si on se tourne vers l'avenir ou si on continue à faire les truches. Alors, et puis on avait déjà Mercure-Mars, c'était juste au moment de la première conjonction Mercure-Mars. Donc, qui nous parle à la fois au moins d'une triade, hein, parce que là en Scorpion, oui, et on peut voir les puissants de ce monde, d'un vol aussi, hein, d'une dérobade, enfin, ou de plusieurs dérobades. Et puis il y avait la disparition des bijoux, le vol des bijoux du Louvre, c'est ce qui a nourri l'actualité à ce moment-là. Donc, beaucoup de trahison, hein. On peut voir les puissants qui se trahissent entre eux, là, toutes les belles figures. Bon, là, Vénus s'était magnifiquement détente d'une opposition Mercure-Jupiter, donc des alliances de marché euh, précieuses, méthodiques et consistantes pour la suite, même si c'est des miettes, apparemment. Et donc, voilà, et donc nous avons traversé cette lunaison. À la pleine lune, Mercure-Mars était en maison 9, en Sagittaire en haut du ciel. L'ascendant était en Verseau. Et donc, c'était la plus grosse pleine lune de l'année. Et c'est bon, voilà, le renversement, il est là en train de s'opérer. Et puis maintenant, on fait le bilan et on se tourne vers l'étape suivante. Voilà, mes amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Il semble que ça démarre un peu dans le brouillard. Mais en même temps, brouillard, peut-être pas, hein, les ténèbres s'éclairent. Donc,
c'est intéressant. On apporte une torche, une lumière, une nouvelle compréhension. Voilà, mais et puis oui, ça nous parle encore de renversement puisque l'axe des nœuds lunaires est renversé dans l'axe méridien. Mes chers amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci donc pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Ouh là là, ben, j'ai un petit éclairage, la nuit est bien tombée. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Inscrivez-vous si vous voulez participer au direct. Le lien est en bas dans la description et vous aurez aussi l'article pour suivre tous les événements de la dentelle céleste qui se produisent cette semaine.